Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais reçu Christian Leray pour parler d'un livre très intéressant, en partie son article lui-même qui portait sur du passeport vaccinal au crédit social. Un livre coordonné sous la direction de Claude Simard et de Jérôme Blanchet-Gravel, Crise sanitaire et régime sanitariste, 2 ans de Covid-19, aux éditions Libère, qui est sorti au mois de juin 2022. Alors nous recevons aujourd'hui, exceptionnellement de Mexico, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour Monsieur Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour, merci de l'invitation. Merci, merci pour votre temps aussi. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter, mais peut-être que certains le connaissent parce qu'il est assez connu déjà, soit en France, soit ici. Mais il a choisi, comme Mathieu Bock-Côté, ne pas forcément rester toujours au Québec. Alors, il y a des bonnes raisons pour ça. Jérôme Blanchet-Gravel, donc vous êtes essayiste et journaliste et vous êtes observateur des nouveaux courants sociaux. Et vous vous intéressez particulièrement au monde des idées et de la politique internationale et vous avez écrit plusieurs ouvrages très intéressants. À l'Harmattan qui vous a un Québécois à Mexico où vous racontez, votre perception du monde québécois, mais pas seulement, puisque vous avez aussi écrit un ouvrage très intéressant, Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme, en 2015, chez Boréal, et aussi La face cachée du multiculturalisme, audition du CERF, en 2018. Alors, ça me fait dire un peu que vous êtes un peu le Mathieu Bock-Côté de Mexico, non? Ben, peut-être. Donc, lui à Paris, moi à Mexico. C'est sûr que j'ai mes deux grands axes, c'est ça, la France, puis à part le Québec, là, la France, puis l'Amérique latine, le Mexique. Je commence à m'intégrer tranquillement à la vie intellectuelle latino-américaine. C'est très intéressant aussi. Ils ont des grands défis à relever également. Mais en même temps, je dis Mexico, mais vous avez quand même publié pas mal d'articles dans la presse française et aussi bien sûr au Québec. Jérôme, donc vous étiez écrit dans le journal La Presse et Le Devoir, ça on connaît ici au Québec, et en France, au Figaro, dans la revue Conflit, à Valeurs Actuelles, à Contrepoint et à Causeur, dont il est un des collaborateurs réguliers. Il a écrit aussi dans l'édition du Huffington Post Maghreb, et elle, impartiale au Mexique. Donc là, à Mexico, vous essayez de faire votre place tranquillement et de publier. Est-ce que c'est le cas? Disons, on commence, mais oui, d'ailleurs, cette semaine, j'ai rencontré, enfin, mardi, celui qui est le Ben Shapiro de l'Amérique latine, en fait, Agustin Laje, qui est très peu connu dans le monde francophone et anglophone, mais il y a aussi en Amérique latine des intellectuels très, très opposés, très critiques du wokisme et de toute la nouvelle gauche. Donc, il y a tout un débat quand même aussi ici. Sûr qu'en Amérique latine, il y a des problèmes aussi beaucoup plus concrets que ceux qu'on voit au Québec, là, la violence, le trafic de drogue, etc., disparition de femmes. C'est un autre univers, là. Mais oui, tranquillement, c'est sûr que je manque beaucoup de temps, je vous l'avouerai, pour pousser un peu plus vers l'Amérique latine, le monde hispanophone. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, je vais continuer dans les prochaines années à suivre et à faire un peu le travail de passeur entre le monde hispanophone et le monde francophone. Vous aussi, vous êtes très occupé, vous êtes rédacteur en chef récemment de Libre Média. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce média pour voir? Oui, oui, ben c'est ça. C'est un média né, je vous dirais, principalement en réaction à la gestion de la crise sanitaire. C'est un média qui est né en mai dernier, qui s'appuie sur le constat vraiment d'un déficit démocratique et de l'absence de liberté d'expression au Québec. Là, ça s'est un peu amélioré la situation depuis la campagne électorale, mais je pense que vous l'avez tous constaté que il y avait des gros problèmes d'indépendance journalistique et de neutralité, etc. Et que, beaucoup de gens l'ont constaté que les journalistes avaient un regard très complaisant sur la gestion de la crise, puis sur d'autres sujets. Donc, c'est un média vraiment qui est nouveau, qui vise vraiment à donner la parole à ceux qui l'ont pas assez. Donc, vraiment, c'est un média qui vise à défendre la liberté de presse et la liberté d'expression. Donc, c'est vraiment le principal mandat de Libre Média. Là, on a 5 ou 6 mois d'existence, mais déjà, on connaît une assez bonne croissance. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ça ou à s'abonner directement sur libremedia.ca pour participer un peu au renouveau médiatique et journalistique au Québec.
ben, c'est une bonne idée parce que moi j'ai fait le profil journalisme à l'UQAM il y a quelques années et puis c'est une bonne initiative et nous à Lux Média on est vraiment pour ça aussi, pour la liberté d'expression alors qu'on en a beaucoup souffert pendant 2 ans. Alors je rappelle aussi, mais on reviendra à la fin de l'entrevue, vous êtes aussi avec Francis Denis, l'auteur d'un documentaire qui est en train d'être diffusé dans les médias sociaux, donc attaché à Libre Média, justement le documentaire Post-Mortem. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi ça consiste. Alors, je rappelle, alors juste peut-être un aparté avant de commencer sur le livre et de revenir sur le livre sur lequel nous avons déjà un peu parlé avec Christian Leray, mais vous avez fait une belle interview avec André Berkoff au mois de février 2022 suite à votre livre, donc un Québécois à Mexico, mais vous avez eu des paroles assez, on dirait un peu franches, on va dire. Alors à l'époque, vous étiez porte-parole du mouvement Cowboy France, un peu à l'image de ce qui se passait à Ottawa. Pouvez-vous revenir rapidement quelques secondes sur ça et puis expliquer pourquoi vous avez dit qu'ils ont mis un couvre-feu à un peuple éteint? Je trouve ça très intéressant. On commence par le mouvement des camionneurs, c'est ça? C'est ça. Non, j'ai jamais été porte-parole, là, par contre, il ne faut pas exagérer. Moi, je n'ai pas une approche militante, là, parfois engagé, mais je suis parfois engagé, mais pas militant. C'est un peu deux choses. Donc, j'ai jamais, moi, participé au convoi d'aucune sorte. Mais j'ai suivi le convoi un peu à distance et j'ai fait des constats, c'est-à-dire que là, on a ce mouvement-là, évidemment, ça s'opposait à toute la montée du sanitarisme et au nouveau modèle de contrôle social qu'on était en train de développer depuis la pandémie. Donc, toute cette espèce de modèle un peu à la chinoise qui arrivait au Canada. Et évidemment, la loi sur l'état d'urgence, c'est plus la loi des mesures de guerre, c'est la loi sur l'état d'urgence. Il me semble que la loi avait changé de nom dans les dernières années. Vous avez affirmé que la santé était plus importante que la liberté et que c'est là que vous avez vu apparaître l'idéologie sanitarisme. C'est-à-dire que oui, depuis la pandémie, tout tourne autour de la santé publique. Le Canada est devenu une société extrêmement intolérante au mouvement, au bruit. La crise des camionneurs, c'est quand même un moment où des klaxons ont été présentés presque comme des tirs de mortier. Là. Donc, c'est absolument incroyable de constater que les reportages c'est ça qui comparait les klaxons des micro-agressions. Finalement, on parlait d'un état de siège. Et donc, on a vu que le Canada était devenu une société extrêmement aseptisée qui ne tolérait plus, en fait, aucune forme d'agitation démocratique. Une société extrêmement consensuelle, dirigée par des fonctionnaires. Et donc, c'est ça, une société très froide où finalement, on ne tolère plus vraiment d'opposition démocratique. Là, comme je vous dis, c'est sûr que depuis ce temps-là, le contexte a changé quelque peu, là, surtout depuis l'arrivée de Pierre Poilievre à la chefferie du Parti conservateur. Donc, le climat n'est pas exactement celui de l'hiver dernier. Mais c'est ça, je m'amuse un peu sur ces thèmes-là. On le voit aussi par rapport à toutes les histoires, toute l'intolérance face au bruit qu'on voit au Québec. C'est-à-dire qu'on est dans une société maintenant, c'est ça, de plus en plus intolérante au moindre mouvement. Récemment, le gouvernement du Québec a fait une publication sur les réseaux sociaux pour dire aux gens de se protéger du bruit. Même qu'on disait que le seul fait d'entendre des transports en commun la nuit pouvait causer des problèmes cardiaques. Donc, le gouvernement du Québec est rendu là. Donc, quand je dis une société obsédée par la santé publique, une société hypochondriaque, anxieuse, dépressive à rien. Et donc, durant la crise des camionneurs, on a vu que le Canada, c'est le confort à tout prix. C'est-à-dire que la valeur suprême, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est le confort, c'est notre safe space. Hein. Donc, les fonctionnaires d'Ottawa voulaient garder leur safe space contre cette forme de mouvement démocratique et pacifique dans l'ensemble. Donc, il y avait toutes sortes de constats dressés, mais ça a été un épisode assez triste parce qu'on a vu que le Canada préférait
son petit confort finalement à la conservation d'un débat démocratique qui comprend forcément des mouvements d'opposition. Eh ben, l'arrivée d'Éric Duhem aussi au niveau provincial a fait aussi du bien sur ce plan-là. C'est ça. Donc, le climat a quand même beaucoup changé depuis l'hiver dernier, mais reste qu'il y a des séquelles qui vont rester à la crise sanitaire. Donc, on a quand même. La crise sanitaire, c'est comme un an zéro. C'est-à-dire, c'est vraiment, on a emmené un nouveau modèle de société, peut-être qu'il va être transféré pour la préservation de l'environnement. Est-ce que tout ce réglementarisme, ce monde de règles, de contrôle, d'encadrement, donc d'État omniprésent, espérons que ça ne va pas se transférer dans le champ écologique, mais ce n'est pas impossible. C'est-à-dire on pourrait se servir de ce qu'on a créé pour contrôler la population à des fins environnementales. C'est quand même quelque chose de très possible. Surtout que, historiquement, les premiers parcs naturels, ce sont les nazis qui l'ont créé. Il y avait, à l'image de votre livre sur le retour de la barbarie, c'est intéressant de voir le retour de la nature dans un autre contexte. Enfin, bon. Alors, bon, justement, ça me permet de rebondir par rapport au sujet de l'entrevue qui est le cœur, c'est-à-dire revenir sur vos livres, parce que vous avez effectivement écrit ces deux livres, donc Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme, et ça, vous avez aussi la légitimité pour en parler. Un Québécois à Mexico, et vous avez publié aussi un ouvrage collectif très intéressant, on l'a vu avec Christian Loret, qu'on a reçu ici. Il avait écrit un article du passeport vaccinal au crédit social, et vous avez coordonné avec votre collègue Monsieur Simard. Pouvez-vous nous parler un peu de Monsieur Simard avant d'embarquer sur votre propre article? Comment vous avez rencontré ce monsieur, et puis pourquoi vous avez décidé de créer une sorte d'ouvrage collectif? Oui, Claude Simard, c'est un professeur retraité des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Donc, et à la base, c'est un spécialiste des sciences de l'éducation. C'est un linguiste de formation, un pédagogue, mais qui est aussi un intellectuel qui s'intéresse à plusieurs enjeux d'actualité depuis plusieurs années, notamment l'islamisme. Claude a beaucoup travaillé sur l'islamisme comme menace aux sociétés libérales. Et donc, ben, on était dans la même démarche un peu que Libre Média. On s'est rendu compte que d'abord, durant toute la pandémie, pendant 2 ans, qu'on était très, très peu d'intellectuels à critiquer ce modèle-là et à oser le faire publiquement. Donc, ça nous est paru tout à fait nécessaire d'apporter une contribution solide à tout ce qu'on voyait, donc une critique de ce qu'on appelait le sanitarisme, qui est une idéologie, selon moi, c'est ce que j'explique dans l'article, une nouvelle idéologie politique. Donc, devant tant de censure, devant l'absence de diversité intellectuelle, devant l'absence de débat, ça nous paraissait nécessaire d'apporter notre contribution pour au moins qu'il y ait un groupe d'intellectuels dans tout le Québec, qui est quand même un État de 8,5 millions. C'est quand même incroyable qu'on soit quand même le seul groupe d'intellectuels à avoir produit un livre critique de la gestion de la pandémie au Québec. C'est tout à fait déplorable dans un sens. Il a fallu qu'on soit beaucoup plus. Et vous vous rappelez, durant 2 ans de pandémie, on était à peu près 10 intellectuels dans toute la province à oser critiquer la gestion du gouvernement, ou même 10 journalistes, 10 personnalités. Il n'y a pas 10 personnalités publiques au Québec durant la crise sanitaire qui critiquaient la gestion du gouvernement. Donc, vous voyez à quel point on a vraiment vécu quelque chose d'autoritaire et d'abusif. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Évidemment, c'est un livre assez sérieux. On ne s'attendait pas nécessairement non plus à en parler sur tous les plateaux de télé. Mais au moins, il y aura, c'est ça, au moins, ça va rester dans les archives comme quoi il y aura eu un groupe qui se sera au moins élevé contre ce qui s'est passé, là. Alors, Claude Simard a écrit un article qui s'appelle La tentation autoritaire, comme vous venez de le rappeler. Et vous, donc, c'est l'avènement de la société sécuritaire. Alors, vous parlez justement du sanitarisme comme idéologie et comme religion politique. Est-ce que vous pourriez un peu creuser avec nous pour réfléchir avec vous un peu sur cet aspect-là, parce que c'est intéressant. Justement, Yves Roucotte, que j'ai reçu ici, parlait de remplacement de paradigme
par une sorte d'idéologie. Le socialisme, le communisme ayant pratiquement disparu, on le remplace par le rapport à la nature. La culture est à nouveau remplacée par la nature, alors que c'était plutôt le combat depuis plusieurs milliers d'années de remplacer la nature par la culture. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est remis en cause. Alors, est-ce que vous croyez que les valeurs occidentales sont mises en péril, c'est-à-dire les valeurs démocratiques, comme vous le disiez, mais aussi le progrès, par exemple? Oui, ben c'est ça, c'est que les paradigmes changent, effectivement, les époques changent et les débats évoluent. Et ce que j'explique au début de l'article, c'est que environ de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin, le grand débat, l'essentiel du débat a surtout tourné autour des questions économiques. Donc, c'est un grand affrontement entre le socialisme et le capitalisme qui a vraiment dominé la scène occidentale pendant presque 50 ans. Ensuite, quand le mur de Berlin est tombé, on a commencé à parler beaucoup des thèmes d'identité. C'était l'époque du décolonialisme, ce qu'on a appelé aussi les luttes pour la reconnaissance. Donc, ça a été l'émergence de tous les enjeux liés à la diversité culturelle, sexuelle, donc des mouvements d'émancipation qui ont suivi finalement la victoire du libéralisme dans le monde. Et mon hypothèse, c'est que avec la pandémie, on est passé maintenant des débats sur l'identité à des débats sur la sécurité. Évidemment, ça va coexister pendant un certain moment. Mais si on se rend bien compte, on est vraiment axé l'époque est axée sur la sécurité. C'est-à-dire là, on a parlé beaucoup de sécurité sanitaire. Donc, c'est comme si le but de ce modèle-là était de créer un grand, grand safe space, mais un safe space global, hein, qui n'est pas juste pour protéger les minorités du racisme, etc. Donc, sécurité sanitaire, mais aussi sécurité écologique, hein. Donc, si on analyse bien tout comment le discours est diffusé dans les médias, c'est toujours la sécurité qui est voulue. Sécurité psychologique, sécurité idéologique, sécurité écologique et sécurité sanitaire. Et tout ça va de pair. Donc, c'est pour ça que je disais que le gouvernement Legault était essentiellement woke. Moi, je les appelais les woke sanitaires. C'est-à-dire, il y avait les woke qui veulent leur safe space, mettre à l'abri les minorités du virus du racisme, du virus du colonialisme, du patriarcat. Et maintenant, tu avais les nationalistes qui ne se rendaient pas compte, qui étaient dans une logique woke avec leur safe space sanitaire, donc tout nous mettre à l'abri des micro-agressions du virus. Donc, tout ça dans un hyper-individualisme, hein, où vraiment, on parlait de solidarité, mais ce n'était pas du tout un mouvement collectif, c'était tout le monde chez soi. La fin la fin des liens familiaux, la fin des liens sociaux. Donc, c'était la société, en fait, qui payait le prix. Et ça m'a toujours étonné d'entendre des policiers parler de solidarité alors qu'il n'y avait aucune solidarité, en fait, dans cette société-là durant la pandémie, là. C'était hyper individualiste. Donc, tout le monde avait peur de la mort et tout le monde se repliait sur lui-même et ne voulait rien savoir de son voisin et même de sa famille. Donc, c'est vraiment une époque vraiment triste, ce qu'on a vécu. Donc, c'est ça. L'avènement de la société sécuritaire, c'est ça. C'est l'avènement d'une société obsédée par tous les enjeux de sécurité. Alors que ça ne m'étonnerait pas que, je veux dire que la prochaine étape, c'est le bruit, par exemple. Regarde, quand je vous parlais de la publication du gouvernement du Québec, il nous dit que le bruit, c'est dangereux. Donc, il faut se mettre dans un... J'ai publié un article un peu pour me moquer à Libéral intitulé le retour du couvre-feu pour vous protéger du bruit. Point d'interrogation. Parce que quand vous êtes dans une logique où le gouvernement vous dit que vous exposer au bruit, c'est dangereux, vous pouvez développer des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, etc. Donc, est-ce que c'est quoi la prochaine étape? C'est le couvre-feu pour protéger votre sommeil? Parce que donc, tous ces enjeux-là sont en train de se multiplier sans trop qu'on s'en aperçoive. Soit là, Éric Duhem propose d'hausser la limite de vitesse. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un mouvement qui fasse le contraire, qui propose d'avoir des autoroutes à 80 km/h parce que, bon, les statistiques montrent que la courbe des décès, des accidents de voiture est trop élevée dans telle région. Donc, il faut baisser les limites de vitesse. Il y a toutes sortes de règlements qu'on pourrait appliquer comme ça. Mais le Québec en particulier, l'Occident est un peu là-dedans, mais le Québec, c'est pire. C'est une province encore plus peureuse c'est un endroit encore plus peureux que les autres, ce qu'on voit dans les autres pays occidentaux. Donc, c'est ça, la société sécuritaire,
C'est cette société-là, hein. Donc les microagressions, il faut se protéger psychologiquement. Il ne faut pas trop s'exposer non plus à des débats de société qui peuvent vous blesser parce que c'est dangereux pour votre santé mentale. Donc c'est toute cette société-là extrêmement intolérante aux autres et extrêmement fragile, hein. C'est le wokisme est un mouvement de gens faibles et fragiles. Ça, c'est sûr. Robert Leroux vient de sortir ses deux ouvrages, un sur un sociologue, mais un justement sur les deux universités et le wokisme. Je l'ai lu, Alors, je l'ai commenté, oui. tout à fait, oui. Il y a eu un lancement il y a 2 jours. Alors, par Oui. contre, je voulais avoir une petite explication de votre part, parce que vous avez dit, vous l'avez expliqué là, mais ils ont mis un couvre-feu à un peuple éteint. Mais c'est cette notion de peuple éteint, j'aimerais ça que vous reveniez là-dessus. Est-ce que c'est par rapport à la langue, c'est par rapport à l'identité, c'est par rapport à les deux référendums? Enfin, je ne sais pas, peut-être c'est tout ça en même temps. Ouais, c'est un peu de tout ça. Là, c'est sûr que ça, c'est un autre niveau d'analyse, là. Mais effectivement, mon parcours m'a amené à découvrir, en fait, puis le fait d'habiter à Mexico en fait, j'ai découvert le Québec au Mexique, hein. Je n'ai pas découvert le Québec au Québec. Je l'ai découvert en Amérique latine. C'est en Amérique latine que j'ai découvert c'était quoi le Québec. Et ça coïncidait aussi avec la crise sanitaire. Donc, c'est sûr que il faut le dire, le Québec traverse une très mauvaise période. C'est un peuple, oui, en déclin. Ça marche aussi avec le déclin démographique et les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte, mais c'est une société où il ne se passe plus grand-chose, une société très repliée sur elle-même et hyper aseptisée, hyper individualiste, vieillissante, où les enjeux d'actualité sont des faits divers. C'est le triomphe des chiens écrasés régulièrement. Là, une campagne électorale où on a abordé un petit peu des enjeux d'intérêt. Là. C'est revenu un peu, mais si on regarde seulement la couverture dans les médias au Québec, c'est déplorable. C'est à quoi on s'intéresse dans les grands médias, c'est les chiens écrasés. C'est des reportages sur les pannes d'électricité dans les CHSLD. Là. On est vraiment replié sur nous, c'est ce que d'autres appellent le dôme. Là. Mais par où commencer? Donc, le Québec, effectivement, traverse une période un peu sombre et l'élection du gouvernement Legault, sa réélection n'annonce rien de très dynamique, de très stimulant. Cette province, c'est un endroit hyper aseptisé où il n'y a pas beaucoup non plus de diversité d'opinion. Libre Média travaille à ça. Et c'est un endroit, c'est ça aussi, où la sécurité triomphe, hein. C'est le triomphe du petit quotidien, c'est le triomphe du cabanon, c'est une vie menée au rythme de l'ouverture des piscines et de la fermeture des cabanons, hein. C'est ce que d'autres, Mathieu Bellil appelle le pays de la vie ordinaire. Et, euh, et bon, c'est un regard un peu sévère que j'ai, là, mais enfin, moi, ce que je fais pour le Québec, c'est plus de dynamisme, plus de vie. Il va falloir quand même que, après 2 ans de pandémie, où on a été les plus confinés en Amérique du Nord, tout ça a confirmé ça. On l'a vu, c'est-à-dire que le Québec était le seul endroit à empêcher, à interdire, par exemple, les festivités du Nouvel An au dernier jour de l'an. Le seul État dans le monde là, à avoir fait ça. Donc, on voit que c'est un déclin, c'est un des grands désenchantement et les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. C'est ça qui est le plus Justement, triste. j'ai rebondi sur votre expression, mais avant d'aborder justement le désenchantement, parce que je trouve que vous avez une belle réflexion à ce propos, j'aimerais ça qu'on aborde un peu le moyen technologique, parce qu'avec Christian Leray, on avait parlé justement des enjeux de l'identité numérique et de la société ou de la civilisation numérique qui vient remplacer celle de l'imprimé. Vous parlez des moyens technologiques d'isolement et de virtualisation du monde. On dirait que comme si on utilisait la technologie que vers un sens. Alors c'est intéressant votre parallèle avec la Chine parce qu'on a vu l'intelligence artificielle. On voit bien que le MILA devient un centre important au Québec, à l'Université de Montréal. Et donc peut-être que c'est le secteur pionnier et qui bouge encore ici au Québec avec les jeux vidéo. Mais j'aimerais avoir votre analyse là-dessus parce que on a l'impression qu'ils utilisent les technologies plutôt pour nous isoler et pour, disons, nous contrôler, en fait, un peu comme font les Chinois, avec l'intelligence artificielle, avec un passeport social. Enfin, quel est votre avis là-dessus, avant d'engager une réflexion sur le fantasme de l'homme-dieu, que j'ai beaucoup aimé? Oui, ben,
plusieurs dimensions dans la technologie. Premièrement, on a vu que, évidemment, la gestion de la pandémie servait à un agenda technologique. Ça, faut pas être naïf. Donc, ça l'a fait l'affaire des GAFAM, de Google, Facebook et compagnie, de voir autant de gens confinés en Occident et dans le monde, parce que forcément, c'est ce qui a favorisé la transition numérique, donc le passage au télétravail, mais la création aussi de nouvelles habitudes. Donc, il ne faut pas être naïf. Non seulement durant la pandémie, il y avait des intérêts très clairs des grandes pharmaceutiques qui sont indéniables, mais il y avait aussi toutes ces entreprises technologiques, donc l'avènement du métavers, et donc on s'est servi de la pandémie pour implanter des nouvelles habitudes de consommation, de technologie dans la population. Et les Québécois ont embarqué là-dedans à 100%. Ils étaient prêts, en fait. C'est ça le drame des Québécois. Hein. C'est-à-dire que quand est arrivé le couvre-feu, justement, au Québec, moi, je me demandais avec ma femme qui est mexicaine, pourquoi ils font un couvre-feu alors qu'il y a déjà une sorte de couvre-feu informel. Il ne se passe rien ici, Noé. À Québec, la ville de Québec, là, après 8 heures l'hiver, de toute façon, il n'y a personne. Les gens ne foutent plus rien. Grande Allée, c'est rendu une sorte de CHSLD à ciel ouvert. Il n'y a même plus de ce qu'on appelle le nightlife, il n'y en a même plus. Je comprends que ce n'est pas Montréal, mais c'est une société de gens cabanés, repliés sur eux-mêmes, repliés sur leur petite vie. Et donc, tout ça a marché parce que tout le monde était déjà en train, tout le monde n'écoutait que Netflix le soir, de toute façon, au Québec. Il ne se passait plus grand-chose de plus que ça. Donc, les Québécois étaient prêts à ce virage technologique, une société très pantouflarde. Donc, les gens ont adoré rester en pyjama chez eux toute la journée. Et donc, ils ont embrassé finalement ce virage technologique et ils ont appelé ça la solidarité, tout ça, mais c'est n'importe quoi. Ce n'était pas la solidarité, c'est un agenda technologique qu'ils ont embrassé et qui profite à des intérêts capitalistes. Donc, oubliez ça, la solidarité, là, ça n'avait aucun rapport. Et donc, ça, c'est le premier volet, c'est le volet de l'agenda technologique. Ensuite, deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Et effectivement, c'est des enjeux qui sont de plus en plus importants. Il va falloir que il faut rester vigilant face à tous ces moyens de contrôle social par le biais des nouvelles technologies. Ça, je pense que je n'apprendrai rien à personne ici aujourd'hui. Et en même temps, vous faites référence à une œuvre importante de Marcel Gauchet sur le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, puisque je rappelle quand même que vous avez une formation en sciences politiques, vous avez un bac en sciences politiques, mais une maîtrise aussi en sciences des religions de l'Université Laval. Alors, Oui, vous oui. avez là aussi une certaine légitimité à en parler, puisque vous avez étudié dans ce domaine-là, et vous dites qu'il y a une faillite morale jumelée à l'absence de toute forme de spiritualité. C'est intéressant. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette réflexion sur ce que vous appelez l'homo sanitarus? Oui, oui, oui. C'est bien vu. Mais ça, c'est un autre volet encore. C'est-à-dire qu'au Québec, on a vu durant la crise, encore une fois, que l'absence de spiritualité et de religion, puis ça ne veut pas dire que moi, je ne prône pas un retour à l'encadrement religieux de la société, mais force est de constater que c'est un facteur important. Le vide spirituel a nourri vraiment ce qu'on pourrait appeler des religions compensatoires, et le sanitarisme, c'était une manière pour plusieurs personnes de redonner un sens à leur vie, une vie qui n'en avait plus beaucoup de sens. Et donc, on a embrassé le sanitarisme aussi parce que tout d'un coup, on avait un but dans notre vie, donc c'était sauver des vies apparemment. Donc le sanitarisme prenait la forme d'un ensemble de rituels. Donc le purel était la nouvelle eau bénite. Et on avait une sorte de clergé de remplacement avec le gouvernement Legault, la Sainte Trinité, ce qu'on explique dans le documentaire Post-Mortem. Donc c'est sûr que, et l'écologisme participe aussi à ça, c'est-à-dire que vous fermez la lumière chez vous le soir pour économiser de l'énergie. Donc, c'est comme si vous allumiez un lampion à la cathédrale. Donc, c'est un ensemble de petits gestes qui sont destinés à une cause, que ce soit une cause écologique, une cause sanitaire. Donc, c'est sûr que le faire en une société aseptisée, où il n'y a plus beaucoup d'idéal, une société désenchantée, où les gens, en plus au Québec, une vie menée au rythme du petit quotidien. Donc, c'est beaucoup... on va chez Canadian Tire, on revient, on passe un après-midi dans le cabanon. Là. Donc, toute cette petite vie-là concordait bien avec, bon, ben,
on va en faire plus pour nous protéger du virus. Donc, un ensemble de petits gestes dans ta petite vie qui fait en sorte que tu as l'impression de donner un sens à ta vie. Donc, c'est ça, une sorte de culte de remplacement. Nous sommes avec Jérôme Blanchet-Gravel pour parler du livre Crise sanitaire et régime sanitariste, 2 ans de Covid-19 aux éditions Libert, sorti en juin 2020. Nous avions reçu Christian Leray pour parler de son article du passeport vaccinal au crédit social. Donc là, Claude Simard, qui coordonne, a écrit donc un article, La tentation autoritaire. Et je voudrais juste citer les titres des autres articles. Il y a Étienne Boudou, La force, l'emprise du récit officiel. Martin Lavallée, Vaccins, pesticides et une certaine science moderne. Olivier Jolicoeur, L'écologisme radical, le frère idéologique du sanitarisme. Et Félix Racine, Entre science et politique. Vincent Mathieu, Déclin de la démocratie libérale. Claude Simard, Le virus totalitaire du langage sanitariste. Julien Garon-Carrier, Biocontrôle et pouvoir. Claude Simard et Jérôme Blanchet, donc vous avez là commis un article en commun, donc Un Québec morne, mise à nu. Et j'aimerais conclure cette entrevue avec justement le documentaire Post-Mortem, donc réalisé par Francis Denis en collaboration avec Libre Media. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'objectif de ce documentaire et voir éventuellement le lien où on peut se le procurer ou aller le consulter, quoi. Oui, ben après le livre Crise sanitaire, régime sanitariste, ça nous paraissait important de revenir encore une fois sur la gestion de la pandémie parce que ça n'a pas été fait par les grands médias. Vous l'avez vu durant la campagne électorale, un des grands absents, c'est vraiment évidemment la gestion de la pandémie, les débats des chefs. Ça n'a presque pas été abordé. Ça n'a presque pas été abordé durant la campagne. Ça a occupé peut-être même pas 10% de l'espace, la gestion de la pandémie, alors que ça a été 2 ans d'une expérience collective gênante et qui en a blessé plusieurs. Donc, il y a des gens qui ont une certaine mémoire, mais pas tout le monde, là. Donc, c'est Francis Denis. En fait, moi, je suis le personnage principal dans ce documentaire-là, mais il faut bien préciser que c'est le réalisateur du documentaire, c'est Francis Denis, que vous allez peut-être recevoir ultérieurement. Et donc, c'est une analyse, encore une fois, de ce qui s'est passé au Québec. On a voulu répondre à la question pourquoi au Québec ça a été pire qu'ailleurs? Pourquoi on était plus sévère? Pourquoi il y a eu plus de règles? Pourquoi on était aussi autoritaire? Pourquoi les Québécois ont autant adhéré? Pourquoi ils ont autant embrassé le sanitarisme? Donc, on se penche sur des facteurs historiques, sociologiques. Claude Simard aussi apparaît dans le documentaire, l'animateur Dominique Moret également, la philosophe française Chantal Delsol. Il y a également l'animatrice Héloïse Bois, moi-même. Et le documentaire est tourné à la fois au Mexique et à Québec. Donc, c'est un documentaire qui alterne chaque fois entre le Mexique et le Québec et à partir de cette espèce de ce contraste-là, ça nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé au Québec. J'invite tout le monde à aller voir ça parce que franchement, d'abord, c'est bon. Je ne dis pas ça parce que j'apparais dedans. Je pense que c'est très bon. Parce que au-delà de toute la question de la vaccination des compagnies pharmaceutiques, c'est vraiment un documentaire qui essaie de pointer des causes sociales. C'est vraiment la culture québécoise, notre rapport à l'État, la bureaucratie, tous ces éléments-là qui ont amplifié ce qu'il y avait aussi ailleurs en Occident. Donc, c'est ça, c'est vraiment une réflexion d'ordre plutôt sociologique et historique sur les causes de la gestion autoritaire de la crise sanitaire au Québec. Donc, messieurs, dames, si vous voulez aller consulter ce documentaire post-mortem, donc il faut aller sur www.libremedia.ca et vous avez un article qui vous amène vers le documentaire que je vous invite à aller consulter. Alors, je rappelle que nous étions avec Jérôme Blanchet-Gravel, donc le nouveau rédacteur en chef de Libre Média, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages très intéressants. Je vous conseille de vous les procurer.
Il y avait Un Québécois à Mexico chez l'Harmattan en 2021, La face cachée du multiculturalisme aux éditions du Cerf en 2018. Et un ouvrage que j'aimerais trouver, c'est Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme, Montréal, Boréal, donc en 2015. Alors voilà, donc merci beaucoup. Alors je rappelle qu'on parlait du livre Crise sanitaire et régime sanitariste, 2 ans de Covid-19 aux éditions Libère. Là aussi, un ouvrage collectif très intéressant, un des premiers et des seuls pour l'instant livres au Québec et la plupart du temps par des Québécois qui critiquent enfin d'une façon intelligente avec des statistiques, comme on a vu avec Christian Leray, des statistiques officielles qui reconnaissent que la plupart des vaccinés ont souffert plus, sinon plus que les gens qui n'étaient pas vaccinés. Voilà, en particulier. Merci beaucoup pour votre attention et merci Monsieur Gravel, Blanchet Gravel, et au plaisir d'une nouvelle rencontre plus prochainement. Merci, au revoir. Merci à vous, merci. Merci, au revoir.